Bien, eh bien, mesdames, messieurs, on va démarrer à l'heure puisque l'amphi est déjà plein. Bienvenue à chacune et à chacun. Je suis heureux d'accueillir Jean-Baptiste Servin qui va nous parler ce soir de Mars et de Curiosity. Alors, Jean-Baptiste a fait des études d'optique à l'Institut d'optique de Bordeaux et ensuite il a fait une thèse sur la LIBS. Alors, ça veut dire quoi? C'est donc un moyen d'analyse par laser couplé avec la spectrodémission. Donc, je pense qu'il nous l'expliquera en détail. Et ensuite, il a été embauché au CEA à Saclay en postdoc pour travailler justement sur ce dont il va nous parler, Curiosity qui est allé embarquer, se promener. Et ensuite, il a dû donner satisfaction lors de son postdoc puisqu'il a été embauché au CEA à Saclay, où aujourd'hui, il a élargi son champ, je pense pas seulement à Curiosity, mais à d'autres applications de ces analyses laser. Donc, merci beaucoup d'être venu de Saclay. Bienvenue et à vous toute la place. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci à vous d'être venus nombreux, je constate, assister à cette conférence. Donc effectivement, ça fait maintenant 6 ans que je travaille au CE de Saclay et je travaille au sein de la direction de l'énergie nucléaire. Donc vous savez peut-être que le centre de Marcoule, c'est l'un des centres nucléaires du CEA. Et donc j'ai été embauché dans un laboratoire qui a été mêlé, bien que travaillant initialement dans le nucléaire, et qui a été mêlé à cette aventure extraordinaire qui est celle de Curiosity. Et je dirais un petit mot là-dessus au cours de la conférence pour vous expliquer qu'est-ce qui nous a amené finalement des études dans le cadre du nucléaire à ce projet-là qui n'a rien à voir en fait avec ça, qui est un projet de planétologie. Donc on va parler de la mission qui s'appelle MSL, c'est-à-dire Mars Science Laboratory, dont le rover est Curiosity, dont vous avez certainement entendu parler. Et pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, je vais vous passer quelques images de l'atterrissage. Donc ça se passe le 5 août dernier, à Pasadena, en Californie. Et on est ici au quartier général du JPL. Donc le JPL, c'est le laboratoire de la NASA qui pilote le rover. Donc là, c'est le soir de l'atterrissage. Alors c'est le soir en Californie. Pour nous, ça s'est passé au petit matin. Et ce que vous voyez là, vous avez peut-être vu ces images, c'est la salle de contrôle de ce laboratoire. Et puis des images, alors ce sont des images de synthèse évidemment, de la capsule qui arrive sur Mars. Et donc, on y reviendra un petit peu. Curiosity a atterri avec un système d'atterrissage tout à fait innovant et original qui s'est passé en plusieurs étapes, disons, qui étaient toutes extrêmement risquées. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'à chaque étape, les ingénieurs applaudissent, soulagés qu'ils sont, que ce soit bien passé. Donc, vous voyez ici un petit peu la capsule qui arrive, donc ici le parachute qui se déploie. Donc là, les responsables du parachute exultent. Et puis, voilà, le bouclier thermique qui est largué, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, finalement, la sonde touche la surface. Donc, l'atterrissage a duré 7 minutes. Ces 7 minutes ont été baptisées par la NASA les 7 minutes de terreur, parce qu'il y avait des milliers, probablement, de paramètres qui pouvaient faire que tout ça capote lamentablement. Et rien n'a capoté en réalité, le rover s'est posé absolument comme une fleur. Et pour ces gens-là, c'est le fruit de, disons, au moins 10 ans de travail. Curiosity se pose, ce sont toujours des images de synthèse, bien évidemment. Et puis là, c'est l'explosion de joie bien légitime. Et juste après l'atterrissage, alors juste après, c'est vraiment quelques minutes après, c'est assez impressionnant, sont arrivées les premières images. On la voit un petit peu au fond, pratiquement en direct, moyennant évidemment le décalage sur la transmission des données, mais pratiquement en direct sont arrivées les premières images de Curiosity qui a envoyé la première photo de là où il s'était posé, c'est ce qu'on voit là, alors qui est pas très bonne, mais enfin, preuve était faite que le rover était arrivé à bon port, et bien arrivé. Voilà. Donc un atterrissage parfaitement réussi. Le 6 août dernier, on était en plein Jeux Olympiques, si vous vous rappelez. Et donc ça a donné ça a inspiré un certain nombre de personnes qui se sont bien amusées sur le sujet. J'ai mis ici un tweet d'un certain Ben Dolman que je ne connais pas du tout, mais qui a décerné à la NASA, la médaille d'or dans l'épreuve du 563 milliards de mètres, puisque c'est la distance qu'a parcouru Curiosity donc, pour atterrir au moment des JO. Donc, je vais revenir un petit peu d'abord sur l'histoire de la planète Mars, pour vous expliquer rapidement
Qu'est-ce qu'on cherche sur Mars? Pourquoi on s'obstine à envoyer des rovers, des sondes en orbite, tout un tas de choses. Avant de vous parler de la mission proprement dite du rover et puis de l'instrument ChemCam auquel j'ai un petit peu collaboré. Alors pour cette partie-là, je m'appuie sur des transparents qui ont été faits par un jeune chercheur du CEA de Saclay qui s'appelle Thomas Appéré, qui est un spécialiste de Mars, ce que je ne suis pas, et qui anime un site internet. Donc vous avez l'adresse ici, c'est un site internet d'amateurs passionnés de Mars, et qui reprend les informations sur les différentes missions qui touchent à cette planète-là, et qui est vraiment une très bonne source d'informations, qui est très à jour. Et bon, il y a beaucoup d'informations sur le site évidemment de la NASA, mais il est en anglais. Ça, c'est un site en français que je vous invite à visiter si le sujet vous intéresse. Il est vraiment bien fait. Donc, petit comparatif pour commencer entre la Terre et Mars. Bon, la Terre, vous connaissez. Mars, si on regarde par exemple l'atmosphère, alors bon, déjà la taille, vous voyez que Mars c'est une planète qui a un diamètre à peu près 2 fois plus petit que celui de la Terre, donc une planète moins massive où la gravité est moindre et qui a une atmosphère qui est composée en quasi-totalité de CO2 avec quelques traces d'eau dans l'atmosphère. Premier point. Deuxième point, la pression à la surface, vous voyez qu'elle est très faible. La pression sur Mars c'est à peu près 150 fois moins la pression terrestre. Et puis une température moyenne de moins 60 degrés. Bon, sur Terre, en moyenne, c'est plutôt 15 degrés. Et donc ça, évidemment, ça veut dire que les deux planètes sont très différentes, du moins à l'heure actuelle. Mars, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un désert qui est extrêmement sec, il n'y a pratiquement pas d'eau, froid, par rapport à nous, bien sûr, et avec une atmosphère raréfiée. Donc Mars, c'est ça. Alors là, vous avez une carte topographique de Mars, où vous avez représenté donc, en couleur les altitudes. Donc le bleu, ce sont les basses altitudes, le rouge, ce sont les hautes altitudes. Et donc cette simple image, si je puis dire, raconte déjà énormément de choses sur l'histoire de la planète. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit, disons, trois choses principales. On voit d'abord que l'hémisphère nord est en altitude beaucoup plus bas que l'hémisphère sud, premier point. Ensuite, on voit que l'hémisphère sud, il est constellé de cratères un petit peu partout, alors que l'hémisphère nord est beaucoup plus lisse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La densité de cratères sur une planète, elle est liée à son âge. Plus il y a de cratères, plus la planète est vieille. C'est logique. Et donc, ça veut dire que les terrains de l'hémisphère sud de Mars sont probablement plus anciens, que les terrains de l'hémisphère nord. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Une hypothèse, c'est que Mars, il y a fort longtemps, aurait été percuté par un corps qui aurait à peu près la taille de la Lune, donc quand même un corps extraordinairement massif qui aurait complètement arraché la croûte de l'hémisphère nord, et ce qui expliquerait cette différence d'altitude qu'on voit entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Alors, j'ai oublié de dire que cette période de l'histoire géologique de Mars, on l'appelle le Noachien. Vous savez, on donne des noms aux aires géologiques. Et donc ça, c'est la première période, disons. Bon, Mars a été formé au même moment que la Terre, puisqu'on est dans le même système solaire, donc il y a 4,5 milliards d'années. Donc la première ère géologique de Mars, c'est le Noachien, qui s'étend de 4,5 à 3,7 milliards d'années. Qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on observe dans les terrains de cette période? Vous avez ici des images qui vous évoquent sans aucun doute des rivières, des deltas. C'est ce à quoi ces images nous font penser. Effectivement, dans ces terrains anciens, donc de l'hémisphère sud, qui datent de cette époque, on voit des vallées ramifiées, des images qui semblent montrer que le climat à cette époque était chaud et humide et où l'eau a existé sur Mars sous forme liquide et sur une durée de temps relativement longue. Alors ça, évidemment, c'est extraordinairement intéressant, parce que quand on pense à l'eau, on pense à la vie tout de suite. Donc pour avoir la vie, il faut rassembler 3 conditions, du moins la vie telle qu'on la connaît. Les 3 conditions, c'est l'eau, les briques élémentaires de la vie, qui sont les molécules organiques, les acides aminés par exemple, et puis une source d'énergie, qui peut être l'énergie solaire, dont tout le monde profite. Donc, bien entendu, l'eau, c'est un peu la condition sine qua non.
Donc à cette époque-là, il semble que Mars ait connu un climat chaud et humide et une présence d'eau stable sur une longue période. À la fin de cette époque, donc le Noachien, le champ magnétique de Mars s'est arrêté. Alors pour des raisons pas encore clairement élucidées. Mais ce champ magnétique s'est arrêté. Et la conséquence de ça, c'est que le champ magnétique, donc sur Terre on a un champ magnétique, ce champ magnétique il nous protège d'un certain nombre de radiations, de particules qui sont émises en particulier par le Soleil, mais pas seulement, et qui nous bombardent en permanence. Donc quand on n'a pas ce champ magnétique, eh ben, du coup la planète n'est plus protégée, et ce qui s'est passé sur Mars, c'est que l'atmosphère a été soumise à ce bombardement de particules et de rayonnements, qui a conduit à un échappement de l'atmosphère. Et c'est ce qui a conduit à cette atmosphère raréfiée qu'on connaît maintenant. Donc le champ magnétique s'est arrêté et l'atmosphère s'est échappée. Et donc ça a conduit à un changement climatique très brutal, où juste avant, au Noachien, on avait un climat chaud et humide. À l'ère suivante, qu'on appelle l'Hespérien, on est passé à un climat froid et sec, qui s'est caractérisé par ailleurs par un épisode de volcanisme intense. Alors, si je reviens un peu sur la carte de Mars, vous constatez quelques verrues, si je puis dire, sur la surface, qui sont en fait des volcans gigantesques. Ça, c'est caractéristique de cette période qui s'appelle donc l'Hespérien. Alors, il y a un volcan qui est très célèbre sur Mars, même au-delà de Mars, dans tout le système solaire, qui est celui-là, Olympus Mons, qui fait 25 km de haut et 600 de large. Et donc sur la France, ça donnerait ça. C'est vraiment un volcan absolument gigantesque. C'est le plus grand du système solaire. Ça, c'est quelque chose qui s'est produit, donc c'est caractéristique de cette époque. À la même époque, donc aux alentours de 3,5 milliards d'années, cette activité volcanique, elle a conduit, disons, à fracturer la croûte de la planète localement, et ça a formé en particulier cette structure-là, qui s'appelle Valles Marineris, qui est célèbre chez les spécialistes de Mars, qui est un rift, qui lui aussi est extrêmement imposant, extrêmement grand. L'équivalent sur Terre, ça serait le Grand Canyon du Colorado, mais il pourrait rentrer probablement 20 fois dans Valles Marineris, sans problème. Donc on a à cette époque-là la formation de ce genre de structure. Alors, tout ça c'est bien, mais quid de l'eau à cette époque? Alors, on pense qu'il y a eu également de l'eau à cette époque, mais contrairement à la période précédente, où on avait donc de l'eau liquide sur une longue période, ici, on pense qu'on a aussi eu de l'eau liquide, mais sur une période beaucoup plus courte, c'est-à-dire des événements plutôt épisodiques. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est ce genre d'image. Dans les terrains de l'Hespérien, on observe ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Alors, ce qu'on voit sur cette image, ça s'appelle des vallées de débâcle. Alors, les vallées de débâcle, ce sont des structures qui sont produites par la fonte de glace. Qu'est-ce qui aurait fait fondre cette glace? Ce serait une remontée de magma qui viendrait affleurer à la surface. Je vous rappelle qu'on est dans une période de volcanisme intense. Donc remontée de magma à proximité de la surface et qui chauffe la surface, qui fait fondre la glace. Et donc sur une période de temps courte à l'échelle géologique, on a cette eau qui fond et qui dévale et qui forme ce genre de structure. Donc toujours de l'eau liquide, mais cette fois de façon épisodique et non pas de façon continue comme précédemment. Alors, on a envoyé un rover sur ces terrains en 2004. Il s'est posé sur le plancher, sur le plancher d'une ancienne mer salée, c'est-à-dire sur un de ces sites dont je viens de vous parler, où l'eau était présente, mais pas sur une longue période. Et donc, on a ce genre d'images qui sont complètement semblables à ce qu'on peut voir sur Terre, par exemple ici en Bolivie, un lac qui est très salé. Et donc on a une analogie assez forte entre ces deux sites qui donc est un indice de la formation de ces structures-là. Et puis enfin, à partir de 3 milliards d'années, on rentre dans l'ère qu'on appelle l'Amazonien, qui est la plus longue et qui est qui est l'ère actuelle en fait, qui dure depuis 3 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle l'Amazonien.
Et c'est à partir de cette époque que la couleur rouge de Mars s'est formée. Alors cette couleur rouge, elle vient d'un oxyde de fer, c'est un peu comme de la rouille, qui s'est formé à ce moment-là. Ici, alors toujours pendant l'Amazonien, on a les glaces, je parle de glace d'eau, on a la glace qui s'est formée au pôle de Mars. Donc ça, on a des images très précises de ces choses-là. Et on a posé une sonde en 2008 qui a fait des mesures sur la calotte au pôle nord ou sud, je ne sais plus, sur une calotte glaciaire. Donc à l'Amazonien, formation de ces calottes de glace. Toujours la question qui se pose, c'est l'eau. Depuis 3 milliards d'années, est-ce qu'il y a eu de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'eau? Alors là, il y a quelques indices, mais rien de sûr. Alors par exemple, sur cette image, qui est prise à quelques mois, non, quelques années même d'intervalle, on voit ces structures-là qui se forment. Et ça pourrait être, ça ressemble à quelque chose à un écoulement. Bon, alors est-ce que c'est de l'eau ou pas? Et ici, pareil, sur ce genre d'image, vous voyez ces traces un peu sombres là. Ça aussi, ça fait penser à un écoulement. Donc, il y a peut-être de l'eau actuellement, liquide, j'entends. Mais s'il y a de l'eau, compte tenu de la température qui est très basse, c'est sans doute de l'eau qui est très salée, c'est-à-dire de la saumure. Pourquoi très salée? Vous savez qu'en hiver, on sale les routes pour faire fondre la glace. Donc l'eau salée fond à température plus basse, gèle à température plus basse que l'eau douce. Et donc, compte tenu de la température sur Mars, s'il y a de l'eau, c'est sans doute de l'eau très salée et présente en quantité probablement très faible. Donc ça, c'est la situation actuelle. Mais encore une fois, c'est un peu le point d'interrogation. Donc un petit bilan sur l'histoire de la planète Mars. Donc je vous ai dit 3 ères, le noachien, l'hespérien, l'amazonien. Donc le noachien était caractérisé par un climat chaud et humide, avec de l'eau liquide stable. L'hespérien était caractérisé par un climat froid et sec, avec un volcanisme intense, et donc toujours de l'eau liquide, mais plutôt de manière épisodique, pas stable. Et puis l'amazonien, alors là, pratiquement plus d'eau, la formation de ces calottes de glace, mais de l'eau liquide, s'il y en a, très peu. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé et qui est très important pour la mission. Il s'agit des minéraux que l'on rencontre sur ces terrains. Vous avez ici sur la flèche argile, sulfate, oxyde de fer, anhydre. Les argiles sont des minéraux qui se rencontrent dans les terrains qui ont connu de l'eau sur une longue période. Et en plus, ce sont des minéraux qui peuvent abriter les briques organiques de la vie. Donc, c'est tout à fait intéressant. Les sulfates, à l'inverse, sont des minéraux qui se forment en présence d'eau liquide, mais plutôt acide. Donc ça, c'est cohérent avec l'activité volcanique. Et par contre, donc, au niveau minéralogique, pendant l'amazonien, il n'y a plus grand-chose d'intéressant, je dirais. Et donc, compte tenu de ça, si on veut chercher la vie sur Mars, évidemment, c'est sur ces terrains-là qu'il faut aller la chercher. Et c'est bien sur un terrain de ce type qu'on a envoyé Curiosity, bien entendu. Donc je vais maintenant vous parler de la mission Mars Science Laboratory et du rover. Alors c'est une mission qui rassemble énormément de partenaires, je dirais plusieurs centaines de scientifiques à temps plein ou presque. Et donc, j'ai mis quelques logos, donc c'est un projet de la NASA, bien entendu, auquel la France a participé. Et donc, pour la partie française, c'est bien entendu le CNES qui a coordonné ça, avec un certain nombre d'autres laboratoires, dont le mien pour ce qui concerne ChemCam. Alors, l'exploration martienne, ça date pas d'hier, puisque la première tentative d'expédition d'un objet vers Mars, c'est 1960. Et c'était les Russes qui avaient tenté le coup. Alors les Russes n'ont pas de chance sur Mars, ils n'ont jamais réussi à envoyer quoi que ce soit. Ils ont beaucoup essayé, mais jamais réussi. Et juste avant que Curiosity ne parte, donc c'était en novembre 2011, ils ont encore envoyé une sonde qui s'appelait Phobos et qui est restée en orbite terrestre. Donc le lancement a complètement échoué. Donc les Russes ont la poisse avec Mars. Et donc Curiosity, c'est la 40e mission vers Mars, depuis 1960. Alors, la vie sur Mars, évidemment, c'est le mot-clé, l'eau, la vie. Qu'est-ce qu'on sait depuis donc les années 60? Qu'est-ce qu'on a appris
avec tout ce qu'on a envoyé ou tenté d'envoyer, qu'est-ce qu'on a appris? Alors la première information est arrivée assez tôt, en fait en 71, avec la sonde Mariner 9, qui a observé la surface de Mars, qui a observé ces deltas, ces vallées que je vous montrais tout à l'heure, et qui a tout de suite montré que très certainement l'eau avait coulé un jour sur Mars. Donc ça c'est une information qui est déjà relativement ancienne. Donc évidemment tout de suite après ça, on a dit bon, on est quasi sûr qu'il y a eu de l'eau, donc maintenant on va chercher la vie. Donc les Américains ont envoyé Viking, les sondes Viking, qui étaient des landers, c'est-à-dire des objets qui se sont posés à la surface, pour chercher la vie. Et ils n'ont pas trouvé. Et ensuite, il s'est passé une période assez longue, entre 1976 et 2003, pendant laquelle il n'y a pas eu de très grandes évolutions en termes de science de Mars. Et puis en 2003, la sonde Mars Express, qui était une sonde européenne, je pense, a observé ces fameux minéraux dont je vous parlais tout à l'heure, les argiles et les sulfates dans les terrains anciens. Donc les argiles, surtout, sont particulièrement intéressants par rapport à la présence d'eau et donc de vie. Et puis, en 2004, les Américains ont envoyé 2 rovers jumeaux qui s'appelaient Spirit et Opportunity, qui se sont posés donc, sur ces terrains-là, où il y avait des sulfates, et qui ont essayé d'en savoir plus sur les conditions de formation de ces minéraux. Donc, disons, en résumé très rapidement, voilà un peu l'historique avant Curiosity, des faits marquants, si je puis dire, de l'exploration martienne. Alors Curiosity, le voilà, ça ce sont des maquettes, bien sûr. Et vous avez les 3 rovers qui ont été posés sur Mars. Donc à la surface des planètes, on a soit des landers, c'est-à-dire des objets qui se posent et qui n'ont pas ensuite la capacité à bouger, donc qui se posent et puis font des mesures là où ils sont. Et puis ensuite on a les rovers, donc qui eux se posent et sont capables de se déplacer. Donc le petit, ici, là, il s'appelait Pathfinder, donc il a été envoyé en 97. Il avait la taille à peu près d'un four micro-ondes. Ensuite, ici, on a Spirit ou Opportunity. Et puis Curiosity. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on fait plus gros, plus fort, plus sophistiqué. Et donc le projet, la mission MSL, donc c'est une mission de la NASA, mission américaine, avec des collaborations internationales, donc la France bien entendu, sinon je ne serais probablement pas là, mais aussi le Canada, l'Espagne, la Russie qui a fait un instrument, le Mexique, l'Allemagne. Donc c'est une mission à 2,5 milliards de dollars globalement, dont 700 millions de dollars pour le lancement. Donc le lancement, c'est la fusée qui expédie la sonde. Et les opérations. Bon, les opérations, ce qu'on appelle les opérations, c'est la phase actuelle. C'est le rover est sur Mars. Et donc tous les jours, il envoie des données. Donc il faut analyser ces données et puis lui dire quoi faire le jour suivant. Donc ça, c'est les opérations. Donc 2,5 milliards de dollars avec une contribution française, puisque la France participe à 2 instruments. Contribution française qui s'élève à 40 millions de dollars, et donc c'est le CNES qui a financé cette contribution. La mission était prévue initialement pour 1 année martienne, ce qui représente 2 années terrestres. Alors, une mission d'une année complète, c'est intéressant. Alors, pensez à la météo par exemple. Il y a un capteur météo sur le rover, c'est un instrument qui est espagnol. Et donc, c'est intéressant d'avoir des données sur 1 année complète. Bon, si vous faites par analogie avec la Terre, vous avez la météo sur les 4 saisons. Sur Mars, je ne sais pas exactement s'il y a des saisons, mais c'est un peu la même idée, d'avoir le cycle complet. Donc au début, c'était ça qui était annoncé. Et puis, finalement, assez peu de temps après l'atterrissage, comme tout s'est remarquablement bien passé, la NASA a annoncé que la mission durerait probablement ad vitam aeternam, c'est-à-dire que tant que ça marche, on continue. Et du coup, la mission durera probablement une dizaine d'années et peut-être plus. Alors, les objectifs de la mission, si vous vous rappelez un peu ce que j'ai dit au début, vous comprendrez que la mission de Curiosity, c'est chercher de l'eau et de la matière organique sur Mars, c'est-à-dire dans les roches plutôt argileuses, puisque les argiles, encore une fois, ce sont les minéraux dans lesquels on a le plus de chances de trouver cette matière organique, et ce sont des minéraux qui se forment en présence d'eau. Donc dans les roches argileuses, les sols et aussi l'atmosphère, puisque dans l'atmosphère, on peut aussi trouver des traces, donc il y a de l'eau un petit peu dans l'atmosphère, mais on peut aussi trouver des traces de matière organique dans l'atmosphère. Donc
globalement, l'objectif de Curiosity, c'est ça. Alors, quelques caractéristiques de Curiosity. Donc je l'ai dit, c'est le rover le plus gros qu'on ait jamais envoyé, mais bon, ça, de toute façon, chaque fois qu'on envoie un nouveau rover, il est plus gros que le précédent. Donc c'est pas un scoop. Là, vous avez, par exemple, les roues des 3 rovers que je vous montrais tout à l'heure. C'est un gros engin, 900 kg, 3 mètres de long, avec un bras qui se déploie devant qui fait 2 mètres, presque 3 mètres de large et à peu près 2 mètres de haut. C'est un gros engin. Bon, 900 kg à la rigueur, ça ne compte pas tellement pour la science. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la charge utile. La charge utile, c'est la quantité de matériel scientifique à bord. Et là, on a 75 kg de charge utile. Donc ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais 75 kg de charge utile, c'est 10 fois celle des rovers précédents. Donc ça veut dire que le potentiel scientifique de cet engin, il est extrêmement supérieur au rover précédent. Alors sur Curiosity, il y a 10 instruments. Il y a 10 instruments scientifiques. Alors, je vais détailler un petit peu tout ce qui se trouve sur le rover. Alors, ce qu'on a d'abord, ça c'est l'outil de base pour un rover, c'est des caméras. Sur Curiosity, il y a 17 caméras. Alors, il y a des caméras scientifiques, et puis il y a des caméras qu'on appelle des caméras de navigation, qui ont une qualité d'image qui est moins bonne que les caméras scientifiques, mais qui sont là pour vérifier où est le rover, vérifier qu'il n'y a pas un gros rocher ou un trou qu'on n'a pas vu, enfin, qui sont là pour aider au pilotage du rover. Donc ces caméras, il y en a 4 devant, 4 derrière et 4 en haut du mât. Donc ça fait des images en noir et blanc, qui sont un petit peu déformées, je vous en montrerai. Donc ce n'est pas des images de très grande qualité, mais c'est vraiment là pour aider au pilotage du rover. Et puis ensuite, on a les caméras scientifiques. Alors ça, c'est le premier outil. Imaginez que vous êtes Curiosity, la première chose que vous faites une fois que vous êtes posé sur Mars, c'est regarder où vous êtes, regarder ce qu'il y a autour de vous. Donc pour ça, il y a des caméras qui sont en haut du mât, ici. Ça, c'est un instrument qui s'appelle Mastcam. Donc c'est lui qui fournit, je dirais, parmi les plus belles images de l'environnement du rover. Ensuite, vous avez une caméra qui se trouve au bout du bras, qui s'appelle Mali. Alors, on dit que c'est une caméra, en fait, c'est un microscope. Donc, les Mastcam sont là pour regarder un peu le paysage environnant, alors que l'instrument Mali, lui, au bout du bras, il est là pour venir au contact des roches et des sols, et puis prendre des images avec une résolution beaucoup plus élevée pour voir des détails du sol, de la roche, etc. Donc ça, ce sont les caméras. Et puis il y a aussi une caméra dans ChemCam. Alors ChemCam, je vais en reparler bien sûr, puisque c'est l'instrument sur lequel on travaille. Et donc dans ChemCam, ChemCam, c'est 2 instruments en un. Il y a un instrument laser et il y a aussi une caméra. On verra tout à l'heure à quoi il sert. Donc premier point, les caméras. Où est-ce que je suis? Deuxième point, vous avez des instruments qui sont chargés plutôt de faire des mesures d'environnement. Alors le premier d'entre eux, c'est l'instrument qui s'appelle REMS, instrument espagnol, et qui est une station météo. Donc lui, c'est la station météo classique. Il mesure température, pression, vitesse du vent, taux d'humidité. C'est une station météo qui fait des mesures 24 heures sur 24. Ensuite, vous avez... qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez DAN. DAN, c'est un instrument russe qui mesure l'hydrogène sous la surface. Ça veut dire l'eau. Donc lui, il est fait pour chercher l'eau jusqu'à une profondeur de 1 ou 2 mètres. Quelque chose comme ça. Et puis, vous avez un instrument qui s'appelle RAD et qui, lui, mesure l'ambiance en termes de radiation à la surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit tout à l'heure que sur Mars, il n'y avait plus de champ magnétique ni d'atmosphère, pratiquement plus d'atmosphère. Donc ça, c'est les 2 choses qui, sur Terre, nous protègent de ce bombardement auquel on est soumis à peu près partout dans l'espace. Donc sur Mars, il n'y a plus ça, ce qui fait qu'à la surface, on est vraisemblablement dans une ambiance assez hostile en termes de rayonnement. Et donc là, il y a un instrument qui mesure ça 24 heures sur 24 également. Alors à quoi ça sert? Ça sert à 2 choses. La première, c'est que, évidemment, si on cherche la vie, c'est quand même intéressant de savoir, de connaître cette ambiance
de rayonnement qui règne à la surface. Parce que si c'est vraiment trop hostile, on se dit intuitivement que la vie a peu de chances d'y être ou d'y avoir été. Le deuxième intérêt, c'est que on pense, vous le savez, envoyer des hommes sur Mars un jour. Alors je ne sais pas quand ça se fera, si ça se fait, mais si ça se fait, il faudra bien qu'on sache à quoi ces gens-là vont être exposés. Et ça, c'est aussi le rôle de RAD, de façon à mettre en place des équipements de protection contre ces radiations. Donc, les caméras, les instruments qui mesurent l'environnement, une fois que vous avez toutes ces informations, vous pouvez commencer à travailler. Alors, Curiosity va analyser les roches et les sols. Et donc, c'est là qu'intervient ChemCam. Alors ChemCam, c'est l'instrument sur le rover qui va faire des mesures à distance. C'est-à-dire que sans bouger, il va pouvoir dire cette roche, c'est un basalte qu'on a vu 36 fois, donc c'est pas la peine d'aller l'analyser. Ça c'est un sol qui n'a pas d'intérêt. Par contre, ça a l'air plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de soufre, par exemple. Donc, il faudrait peut-être aller voir. Donc, ça, c'est le rôle, je dirais, principal de ChemCam. Il va faire des mesures à distance, sans bouger le rover, pour identifier des échantillons potentiellement intéressants. Alors, s'il trouve des échantillons intéressants, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, à ce moment-là, on peut déplacer le rover. Bon, déplacer le rover, c'est toujours un peu risqué, ça consomme de l'énergie. Donc, évidemment, quand on le fait, on prend des précautions. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un instrument qui tire un peu partout, sans avoir à bouger le rover, pour identifier des choses intéressantes. Bon. Mais s'il trouve quelque chose d'intéressant, on peut déplacer le rover, et à ce moment-là, on peut utiliser le bras. Et donc au bout du bras, il y a deux instruments qui sont intéressants. Donc c'est des instruments qui vont venir au contact de la roche. Donc vous avez Mali dont j'ai parlé, donc qui va prendre des images rapprochées comme un microscope. Et puis vous avez un instrument qui s'appelle APXS, qui va faire un peu le même genre de mesure que ChemCam, mais un petit peu plus précise. Et si, décidément, ce caillou est intéressant, alors là, on peut aller jusqu'à prélever un échantillon. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué, mais c'est prévu sur le rover. Au bout du bras, vous avez un certain nombre d'outils qui permettent de prélever soit du sol, soit de la roche, de faire carrément une carotte de roche, de la préparer, de la broyer, de faire tout un tas d'opérations, et ensuite de l'introduire dans le corps du rover pour être analysé par ces deux instruments-là qui s'appellent CheMin et SAM. Alors CheMin, c'est un instrument qui va plutôt analyser la minéralogie de la roche, et SAM, c'est la star du rover. SAM, c'est la star du rover au niveau scientifique. C'est l'instrument qui est chargé de chercher la matière organique. Donc évidemment, ça, c'est le Graal. Mais par contre, donc c'est un laboratoire à lui tout seul, SAM, qui est extrêmement sophistiqué et qui a besoin quand même d'une certaine préparation de l'échantillon lorsqu'il fait des analyses. Et donc c'est pour ça qu'on a tout cet ensemble d'outils qui permettent de prélever et de préparer l'échantillon pour utiliser SAM. Alors bien entendu, SAM, on ne peut pas l'utiliser tous les jours, parce que c'est un instrument qui est très très sophistiqué, et qui est prévu pour être utilisé quelques dizaines de fois. Si ma mémoire est bonne, ça doit être 70 ou 80 fois pendant la durée de la mission, pas plus. Ça veut dire que chaque fois qu'on l'utilise, il faut être sûr de notre coup. Alors que ChemCam, par opposition à ça, ChemCam, lui, il est, on va dire, pratiquement pas limité. Il peut tirer un peu partout, un peu quand on veut, pour faire des mesures. Voilà, j'ai passé un peu de temps sur ce transparent. Ah si, j'ai oublié un instrument qui s'appelle Mardi, mais j'en reparlerai un petit peu. Ça, c'est une caméra de descente, donc c'est une caméra qui a filmé l'atterrissage du rover sur la surface. Voilà, donc j'ai passé un peu de temps pour vous expliquer un peu en détail la philosophie des différents instruments et puis aussi la stratégie globale d'analyse du rover. La stratégie globale, c'est d'abord on prend des images, on regarde où on est, on regarde l'environnement. Ensuite, on fait des mesures à distance sans bouger avec ChemCam. Et puis ensuite, on peut utiliser les instruments au bout du bras. Et puis ensuite, si vraiment le besoin s'en fait sentir, on prélève un échantillon et on l'analyse dans le corps du rover avec SAM et CheMin. Alors les Français ont participé à SAM. Les Français ont fait un sous-ensemble de SAM qu'on appelle un chromatographe en phase gazeuse, qui est partie intégrante de ce laboratoire.
Donc je vais maintenant me focaliser un petit peu plus sur ChemCam. Alors, ChemCam, vous avez compris, c'est l'instrument qui permet de faire des mesures à distance. Et ça, c'est précieux dans le spatial. Alors, pourquoi c'est précieux? Ici, vous avez donc là, c'est le rover Sojourner. Tout à l'heure, j'ai dit Pathfinder, donc non, c'est Sojourner. Voilà, qui s'est posé donc en 97, qui est resté quelques mois à la surface. Donc ça, c'était un rover, hein, c'est-à-dire qu'il pouvait vraiment se déplacer. Et là, vous avez sa courte carrière. Et donc, il a passé toute sa vie dans un cercle d'à peu près 20 mètres de rayon. Donc, il a acquis beaucoup de données dans cet espace-là, mais on conçoit bien que si on a un instrument qui, sans bouger, à partir du centre, peut faire des analyses un peu partout, ben là, ça devient intéressant. Et donc, c'est bien ça la philosophie de ChemCam, c'est de faire des mesures à distance, rapidement, pour aller chercher les échantillons intéressants. C'est un instrument qui n'avait jamais été envoyé dans l'espace. C'est une technologie qui n'avait jamais été envoyée dans l'espace. Alors, il y a un autre intérêt de ChemCam, qui est moins direct, qui est que sur Mars, il y a beaucoup de poussière. Tout est couvert de poussière. Et donc, tout ce que vous voyez, c'est un peu rougeâtre. Bon, et donc cette poussière, le problème pour les géologues, c'est que cette poussière, elle masque la roche. Donc vous voyez la poussière, vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous. Donc si vous n'avez qu'une simple caméra, si je puis dire, en fait, vous êtes coincé. Ce que vous voyez, c'est la poussière, mais vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Alors ChemCam, on verra comment, il est capable d'aller creuser sous la couche de poussière pour aller chercher la nature de la roche en dessous. Et ça aussi, c'était quelque chose qui intéressait beaucoup les géologues. Et donc pour ces deux raisons principales, je dirais, en 2004, la NASA a sélectionné la LIPS comme technique de l'instrument ChemCam pour faire des mesures à distance. Alors en quoi ça consiste? La LIPS, ça veut dire spectroscopie de plasma produit par laser. Alors le principe, c'est de focaliser un laser sur un matériau. Alors ça, c'est le même principe que faire fondre un carré de chocolat avec une loupe au soleil. Vous avez déjà fait ça. Sauf qu'à la place du soleil, on prend un laser qui est beaucoup plus puissant que le soleil, mais pendant un temps très court, et qu'au lieu de faire fondre l'échantillon, comme le laser est plus puissant, on l'explose. On l'explose localement. C'est pas une grosse explosion. On fait une petite explosion, et ça forme un plasma. Alors un plasma, on verra des images tout à l'heure, ça fait une boule de lumière. Et cette boule de lumière, on l'analyse avec un spectromètre. Ce spectromètre, il fait quoi? Il décompose les couleurs de cette lumière. Et la couleur de cette lumière, elle est caractéristique des éléments qui composent l'échantillon. Et donc, ça vous permet de mesurer la composition de l'échantillon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur ChemCam, où on s'intéresse beaucoup aux roches? S'il y a du fer, s'il y a du soufre, alors le soufre, c'est intéressant pour les sulfates. S'il y a du soufre, s'il y a du carbone, matière organique, s'il y a d'autres éléments, du titane, de l'aluminium, etc., etc. Donc vous pouvez savoir très simplement quelle est la composition de l'échantillon. Et puis au-delà de ça, vous pouvez aussi mesurer les concentrations. C'est-à-dire, vous avez détecté par exemple du fer. La question qui suit, c'est combien il y en a dans l'échantillon. Donc on peut aussi mesurer ces concentrations. Alors j'en viens à la contribution du CEA à cet instrument. Pour vous expliquer en deux mots, que fait la direction de l'énergie nucléaire du CEA dans ce projet-là? Mais en fait, la LIPS, c'est une technique qui permet de faire des mesures donc, à distance. Et donc c'est extrêmement intéressant dans le nucléaire, parce que dans le nucléaire, on est confronté à des choses comme ça, c'est-à-dire des mesures dans un milieu confiné. Bon, ce que vous voyez là, c'est une boîte à gants. Évidemment, on manipule des échantillons qui sont par exemple radioactifs, donc on n'a pas forcément envie de les manipuler de très près. Et donc d'avoir une technique d'analyse à distance, dans ces cas-là, c'est intéressant. Là, vous avez aussi un exemple de chantier de démantèlement. On peut aussi utiliser cette méthode pour identifier rapidement des matériaux dans le cadre du démantèlement. Donc en fait, historiquement, en France, la LIPS a été développée pour des applications nucléaires. Et quand nos collègues du spatial ont décidé de faire ChemCam, naturellement, ils se sont tournés vers nous pour travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on en est venu à participer à ce projet. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de répondre à deux
deux questions. Dans ChemCam, il y a deux choses qui sont compliquées. Le premier, c'est que la distance d'analyse varie. Alors je dirais pourquoi tout à l'heure c'est compliqué. Et le deuxième, c'est que la pression martienne est beaucoup plus faible que sur Terre. Bon. Et donc notre travail au CEA, en tant que spécialiste de la technique, ça a été de simuler ça. Et simuler ça, ça a été utile de façon... Alors ça a été utile pour pouvoir prédire les performances de l'instrument et donc donner, si on veut, son cahier des charges. Donc notre rôle dans ce projet, ça a été de, disons, résumer très rapidement, ça a été de donner le cahier des charges de l'instrument. Une fois qu'on a donné le cahier des charges de l'instrument, il faut réaliser l'instrument, et ça, c'était pas notre boulot, ça, c'était le travail des gens du spatial. Donc ça a ensuite été fait au CNES, et puis à Los Alamos, pour ce qui concerne la partie détection de l'instrument. Alors un exemple de problème qui a été traité, donc la distance d'analyse est variable. Ici, vous avez des cratères faits par l'IPS, donc quand on tire au laser et qu'on fait ce plasma, on enlève à chaque fois une certaine quantité de matière, donc on fait un petit cratère. Et donc sur un métal, voilà le genre de cratère qu'on fait à différentes distances. Donc c'est le même métal, mais vous voyez qu'on fait pas exactement, ça n'a pas tout à fait le même effet selon la distance à laquelle on est. Mais pourtant c'est le même métal. Donc ça, il faut être capable d'en tenir compte. Donc ça fait partie des choses qu'on a modélisées. La pression, j'en ai parlé tout à l'heure, là vous avez un plasma à pression terrestre, et là vous avez un plasma à pression martienne. Vous voyez qu'il est beaucoup plus gros, parce que la pression est plus faible, donc elle retient moins l'expansion du plasma. Donc ça aussi, par rapport à un système terrestre, évidemment c'était différent. Donc il a fallu le simuler en laboratoire, et puis faire des études là-dessus. Et puis le dernier point, qui est, disons, encore plus compliqué, c'est que sur Mars, bon, on sait beaucoup de choses, mais on s'intéresse à ce qu'on ne connaît pas, bien sûr. Et donc, l'analyse d'échantillons qu'on ne connaît pas, dans la démarche, c'est assez compliqué. Quand vous connaissez la nature de l'échantillon, ben, vous faites des mesures sur des échantillons analogues, et ensuite, par comparaison, vous en déduisez votre concentration, par exemple. Si vous voulez mesurer une concentration, vous en déduisez votre concentration. Quand on a affaire à des échantillons qu'on ne connaît pas, cette démarche, évidemment, elle ne s'applique pas. Donc là aussi, il a fallu faire des études pour résoudre ce problème-là. Donc voilà, en quelques transparents, disons, je tenais quand même à vous illustrer le travail de conception qui a été fait par le CEA dans ChemCam. Alors l'instrument, le voilà, donc vous avez la partie en haut du mât qui contient le laser, le télescope, la petite caméra dont je vous parlais tout à l'heure. Le télescope, donc c'est lui qui envoie le laser à la distance donc jusqu'à 8 mètres à peu près, entre 1 et 8 mètres. Et puis c'est ce même télescope qui observe la lumière du plasma et qui l'injecte dans des fibres optiques, qu'on ne voit pas ici, qui sont ensuite connectées à la partie détection de l'instrument, c'est-à-dire à la partie spectromètre. Donc ça, c'est la partie qui a été faite en France, donc pilotée par le CNES à Toulouse, et ça, c'est la partie qui a été faite aux États-Unis. Là, vous avez des photos des deux ensembles. Cette partie-là qui est en haut du mât, c'est une espèce de grosse boîte à chaussures. C'est un instrument qui fait à peu près cette taille-là. Alors, quelques images de ChemCam pour voir ce que ça fait un plasma en conditions martiennes. Là, vous allez voir le labo de Los Alamos qui a testé, donc qui a conduit évidemment beaucoup de tests de l'instrument. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la mast unit, c'est-à-dire la partie qui est en haut du mât. Et puis, donc, ce qu'on fait, c'est que dans cette enceinte, hop, c'est passé très vite, mais ça va revenir, on met un échantillon et puis on reproduit dans cette enceinte l'atmosphère martienne. Et là, vous avez le plasma qui se forme. Donc le laser, il tire à une certaine cadence, et puis vous avez ce plasma, ce fameux plasma qui se forme à la surface, et c'est la lumière de ce plasma qu'on analyse. Donc ensuite, la caméra qui fait partie de ChemCam, à quoi elle sert? Elle sert à vérifier où est-ce qu'on a tiré. Là, vous avez un exemple martien, donc avant et après la mesure. Et vous voyez ici
les cratères qui ont été faits par ablation laser. Ça permet de confirmer, ça permet de savoir exactement où est-ce qu'on a tiré. Alors une petite animation qui a été faite par la NASA et qui illustre en fait le fonctionnement de ChemCam. Donc vous avez le rover qui se balade et puis qui, quand il voit quelque chose d'intéressant, il tire sur la roche. Alors bon, ça c'est pour l'animation, hein, c'est pas comme ça que ça se fait en réalité, mais le principe est le même. Et puis là, vous avez les spectres qui s'affichent et qui sont caractéristiques de la composition de l'échantillon. Et vous voyez ici le cratère qui est formé par ablation laser. Et donc ChemCam qui peut faire comme ça des mesures, je dirais, à la demande et à distance. Alors, j'ai parlé de la mission, j'ai parlé un petit peu du rover, je vais vous parler maintenant du montage de la sonde et puis de son voyage et de son atterrissage. Parce que c'est bien joli tout ça, mais maintenant il faut savoir où est-ce qu'on envoie cet engin. Alors, d'abord, quelques images sur la sonde. Alors, ce qu'on appelle la sonde, c'est l'objet qui a fait le trajet entre la Terre et Mars, où vous avez donc le rover qui est là, replié, et qui est inséré entre un étage de descente, un bouclier thermique, cet élément-là qu'on appelle le bouclier arrière et qui contient là-dedans le parachute, et puis l'étage en haut qui est l'étage de croisière qui permettait de communiquer avec la Terre pendant la croisière entre la Terre et Mars. Là, vous avez la photo de la sonde telle qu'elle a été envoyée. Vous avez ici un bonhomme, ça vous donne une idée de l'échelle. Le diamètre, c'est 4 mètres à peu près, je crois, le diamètre de la sonde. Ici, des images de la fusée. Donc, c'était une fusée Atlas V qui fait 58 mètres de haut. C'est une fusée assez fiable qui travaille, que les Américains exploitent depuis 2002 et qui a connu qu'un échec en 29 lancements depuis donc une dizaine d'années. Donc, c'est quand même un engin qui marche assez bien. Donc, vous avez ici la coiffe. La coiffe, c'est ce qui contient la sonde. Et puis, différents étages qui contiennent en fait tous du carburant. Une fusée, c'est juste un énorme réservoir de carburant. Ici, une photo de l'intégration de la sonde qu'on voyait tout à l'heure dans la coiffe de la fusée. Bon, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, le lancement qui a eu lieu donc fin novembre 2011 de Cap Canaveral, auquel j'ai eu la chance d'assister, et c'est tout à fait impressionnant. Alors ensuite, la croisière, la Terre au lancement est ici, Mars au lancement est là, mais comme le voyage dure 8 mois, en fait, bien entendu, il faut calculer la trajectoire, puisque si on vise Mars à ce moment-là, 8 mois plus tard, Mars est ici, donc on n'a aucune chance d'atteindre la planète. Donc en fait, la trajectoire de la sonde, c'est celle-ci, et on voit que la sonde rattrape petit à petit l'orbite martienne pour atterrir donc au bout de 8 mois. 570 millions de kilomètres, ce qui représente à peu près 60 fois le tour de la Terre par jour. C'était ça la vitesse de la sonde. Et donc, Curiosity s'est posé le 6 août dernier. Alors, maintenant, où est-ce qu'on a envoyé ce rover ? Ici, vous avez différents sites sur lesquels on a posé donc, les engins que j'ai cités un petit peu pendant la présentation, donc Spirit, Opportunity, Viking, etc. Et donc Curiosity, on l'a envoyé, ici, sur un cratère qui s'appelle Gale, et qui est donc à la limite entre les terrains anciens du sud et les terrains plus récents du nord. Alors pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ce site, qui a été choisi parmi à peu près une cinquantaine de sites qui avaient été proposés par les chercheurs ? Parce qu'au centre de ce cratère, il y a une montagne qui fait, je crois, 5 km de haut, et qui est stratifiée. Alors stratifiée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a différentes couches. Là, c'est le plancher du cratère, et là, c'est le sommet de la montagne. Et vous voyez que cette montagne, elle a une structure en couches. Donc ça, c'est une chose. Mais ensuite, que sont ces couches ? Vous voyez que, comme par hasard, ce sont des argiles, des sulfates, des minéraux qu'on a déjà cités comme étant formés en présence d'eau, et donc
potentiellement ayant abrité la vie. Et donc, bien entendu, c'est pour ça que ce site a été choisi. Donc, la mission de Curiosity, ça va être... Donc, Curiosity est sur le plancher du cratère actuellement. Sa mission, ça va être de grimper vers le sommet de la montagne pour aller lire, si on peut dire, ces couches successives. Et analyser, donc ça, c'est ancien, et ça, c'est moins ancien. Donc, il va commencer par les terrains les plus anciens pour analyser les terrains de plus en plus récents. Et donc, c'est un moyen d'avoir accès sur un seul site à une grande partie de l'histoire géologique de Mars. Et ça, bien sûr, pour les géologues, c'est extrêmement précieux. Alors, ça, c'est une image du rover qui a été prise peu après l'atterrissage. Donc, on a le plancher du cratère et puis cette fameuse montagne au fond. Et puis, si on zoome sur cette zone-là, on voit ça, qui est une image que je trouve assez impressionnante, donc qui a été prise par Curiosity, où on voit vraiment cette histoire de couches, on voit vraiment la stratification. Et si on regarde, pour avoir une idée de l'échelle, cette zone-là, qui est zoomée ici, ben ce petit point noir, il fait à peu près la taille du rover, c'est-à-dire en gros 2-3 mètres. Ce qui veut dire que ces collines-là, c'est des choses qui font quelques dizaines, 100 mètres, 150 mètres de haut. Et donc Curiosity va devoir se frayer un chemin dans cet environnement pour gravir petit à petit les pentes de cette fameuse montagne. Alors on en vient à l'atterrissage, dont on a vu un petit peu des images au début. Donc je l'ai dit, c'était un système complètement innovant. La sonde arrive, pénètre dans l'atmosphère martienne à 6 km par seconde, et puis ensuite, la première étape, c'est de brûler, si je puis dire, le bouclier thermique, puisque donc, les frottements sont très, très importants, donc ça conduit à un échauffement gigantesque de cette partie-là de la sonde. Donc le bouclier thermique est là pour protéger ça. Donc le bouclier thermique brûle, si on peut dire. Ensuite, le parachute se déploie. Quand la sonde a suffisamment ralenti, donc on est quand même encore à 160 mètres par seconde, mais quand la sonde a suffisamment ralenti, on largue le bouclier. La descente en parachute se poursuit. Et puis, au bout d'un moment, on largue le bouclier arrière et son parachute. Et là, on a l'étage de descente qui prend le relais. Et cet étage de descente, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, il a des rétrofusées. Et donc, en fait, il va descendre comme ça, tout droit, tranquillement vers la surface. Et il va s'arrêter à une vingtaine de mètres au-dessus. Et ensuite, il treuille le rover, c'est-à-dire qu'il le descend au bout d'un câble, et il le pose sur la surface, tout droit, comme une fleur. Et puis ensuite, il y a un système qui coupe les câbles, et cet étage de descente va évidemment s'écraser ailleurs, pour éviter de s'écraser sur le rover. Donc ça, c'est un système qui a été mis au point. Pourquoi ? Parce que le rover est très lourd. 900 kg, c'est vraiment très lourd. Les rovers précédents, on les envoyait enveloppés dans des airbags. Donc on les larguait dans des airbags et puis ensuite ils rebondissaient 50 km s'il le fallait. Puis au bout d'un moment, ils s'arrêtaient, les airbags se dégonflaient et le rover sortait. Si on avait voulu faire ça avec un rover de 900 kg, il aurait fallu des airbags totalement démesurés, ce n'était pas envisageable. C'est pour ça que ce système a été mis au point, qui permet de le poser vraiment tout droit, impeccablement sur la surface. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une caméra qui filmait la descente du rover. Voilà les images qui commencent, bien entendu, à partir du moment où le bouclier thermique est lâché. Parce qu'avant, on ne voit rien, bien sûr. Avant, on a le bouclier thermique, et là, vous avez le bouclier thermique qui est largué par la sonde. Alors, l'intérêt de cette vidéo, bien entendu, les images ne sont pas d'une qualité redoutable, mais il faut juste se rappeler qu'on arrive sur Mars et que, ça tangue un peu quand même. Donc, l'intérêt, c'était surtout de savoir où est-ce que le rover avait atterri exactement. Donc ensuite, ces vidéos ont bien sûr été disséquées par les spécialistes pour connaître le positionnement exact du rover sur la surface. Donc, pour nous, encore une fois, ce n'est pas des images très passionnantes, mais sur le principe, c'est quand même tout à fait impressionnant de se dire que on est en train d'arriver sur Mars en direct.
Et donc à un moment, donc là on est toujours sous le parachute, alors on a peut-être largué le parachute, hein, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on en est. Au bout d'un moment, vont se déclencher les rétrofusées, et le rover va descendre avec cet étage de descente. Et ce qu'on va voir au bout d'un moment, c'est que les rétrofusées, elles vont faire dégager la poussière à la surface de Mars. Donc quand on en arrive là, c'est qu'on est effectivement à 10 ou 20 mètres au-dessus de la surface. Vous allez voir un nuage de poussière qui se dégage et qui va complètement obscurcir l'atmosphère, obscurcir l'image. Voilà. Là, vous avez ces nuages de poussière qui dégagent. Et puis donc, là, on est dans la phase, donc les roues du rover se déploient. Et puis le rover va ensuite être descendu, donc au bout de son câble, sur la surface. Alors là, on n'y voit plus rien du tout. C'est qu'on arrive. Et puis, c'est terminé. Et voilà, donc les images, donc là, on est sous le rover. Donc on voit ce sur quoi Curiosity s'est posé. Alors, une image que je trouve tout à fait extraordinaire, il y a en orbite autour de Mars plusieurs sondes, plusieurs satellites. Et donc il y en a un qui s'appelle MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, qu'on a synchronisé pour faire en sorte qu'il passe au-dessus de Curiosity au moment où il atterrissait. Ce qui est quand même une performance technologique qui, moi, m'ébouriffe. Et il a pris une photo de Curiosity en train d'atterrir. Et c'est ce qu'on voit là. Donc c'est assez remarquable de voir ce niveau de détail. On voit parfaitement la capsule, le parachute, enfin, on voit tout. Il a repris des photos plus tard et on voit sur la surface le parachute qui s'est écrasé quelque part, le bouclier qui s'est écrasé autre part, l'étage de descente qui s'est écrasé encore autre part. Donc on arrive à faire quand même des choses à 600 millions de kilomètres qui sont ébouriffantes. Les premières images de Curiosity, donc ça c'est pris avec les caméras Mastcam, donc caméra couleur. Là on voit le plancher du cratère et puis là on voit le bord du cratère, donc qui fait comme une chaîne de montagne, on peut dire, qui entoure le cratère. Donc c'est quand même bien plat, hein, là où on a posé Curiosity. Et puis les premières images qui ont été envoyées, les cailloux, tout est assez rougeâtre sur Mars. Et j'en viens à la dernière partie de mon exposé, qui concerne les opérations. Alors les opérations, comme je disais au début, c'est la phase actuelle. Le rover est sur Mars et il envoie des données tous les jours. Alors comment est-ce qu'on communique avec le rover ? En fait, il peut communiquer directement avec la Terre, mais ce n'est pas comme ça qu'on procède. On procède en utilisant les satellites qui sont en orbite autour de Mars, et en particulier deux d'entre eux, qui sont Mars Reconnaissance Orbiter et Odyssey. Donc le rover communique avec ces satellites qui sont beaucoup plus près, donc ça demande beaucoup moins d'énergie pour communiquer avec eux. Par contre, eux sont équipés pour communiquer avec la Terre. Donc eux font le relais des données de Curiosity, et puis ensuite sur Terre, il y a 3 sites de la NASA qui récupèrent les données de tous les objets que la NASA a envoyés dans l'espace et qui continuent d'envoyer des données. Et ensuite, évidemment, c'est centralisé à Pasadena en Californie, au quartier général des opérations. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc chaque fois qu'il y a un satellite qui passe, Curiosity a à peu près 8 minutes pour transmettre une certaine quantité de données qui représente à peu près entre 100 et 200 mégabits à chaque passage. Donc ça, ensuite, c'est géré par les ingénieurs qui sont spécialistes de ça. Le premier paysage de Curiosity, on l'a vu tout à l'heure, je signale simplement ce détail. Ça, ce sont les traces des rétrofusées qu'on a vues tout à l'heure et qui ont donc décapé la poussière à cet endroit. On voit que c'est un petit peu grisâtre par rapport au reste. Ça, ce sont les traces des rétrofusées. Ça, c'est une image qui a été prise quelques jours ou quelques semaines, alors toujours par la même sonde, Mars Reconnaissance Orbiter, où on voit donc le site d'atterrissage de Curiosity qui est là, et puis les premiers pas, si on peut dire, du rover. On voit les traces des roues là, dans la poussière, et Curiosity qui est là. Donc on peut suivre pas à pas, tous les jours, l'avancée du rover. Le premier spectre de ChemCam, alors ça c'est la roche. Donc c'est une roche qui a été choisie
pour tester l'instrument. Donc ce n'était pas une roche qui avait un très grand intérêt scientifique, parce que tout le monde pensait que c'était un basalte, vu que Mars est couverte de basalte. Et effectivement, c'était un basalte. Donc ce n'était pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'était surtout de savoir si l'instrument était en bonne santé après son voyage, et donc de tester l'instrument. Donc c'est ce qui a été fait. Et on a eu un spectre, bon, qui est celui-ci, et qui, pour les spécialistes de l'instrument, est excellent. Donc c'est un spectre de très bonne qualité qui montre que l'instrument a parfaitement résisté à la croisière, à l'atterrissage, au lancement, enfin à toutes ces opérations qui sont quand même assez secouantes. Pour une technologie, je le rappelle, qui n'avait encore jamais été envoyée dans l'espace. Donc c'était quand même une épreuve. Donc ça, c'était extrêmement satisfaisant. Quelques éléments de météo martienne. Ça, ce sont des données donc, de l'instrument REMS, donc la station météo du rover. Ici, des mesures de température qui vous montrent que le jour, il fait 5 degrés, et la nuit, moins 90, à peu près. Donc, alors pourquoi ça? Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'atmosphère sur Mars, donc il n'y a pas d'effet de serre, si on veut. Même si 95% c'est du CO2, il y a beaucoup moins d'effet de serre, ce qui fait que quand on est côté soleil, bon, ça va, mais quand on est dos tourné au soleil, là il fait vraiment froid. Donc on a une amplitude journalière évidemment qui est sans commune mesure avec ce qu'on connaît sur Terre. Et puis ici vous avez un peu la même chose, mais concernant la pression. Donc ça c'est des mesures vraiment de routine qui sont faites en permanence. Ça c'est un site qui s'appelle Rocknest, où on a testé le prélèvement de sable par le bras motorisé. Alors au bout du bras motorisé, il y a une espèce de petite pelle, enfin c'est une petite pelle, et donc qui est faite pour prélever du sol ou du sable, enfin un échantillon plutôt meuble. Et ça c'est le site où on a testé ce composant-là. Alors bien sûr, le prélèvement en soi a un certain intérêt, mais l'intérêt principal, c'était surtout de faire un prélèvement pour alimenter ces deux instruments, SAM et CheMin. Donc pour tester ça, le rover est resté à peu près 6 semaines au même endroit. Parce que c'est des opérations qui ont l'air simples comme ça, mais qui, pour un rover à 600 millions de kilomètres, ne le sont pas du tout. Donc le moindre mouvement, il est disséqué pendant des heures, voire des jours, par les ingénieurs avant de se lancer. Et donc ici, la première pelletée de sable réussie par Curiosity. Donc là, vous avez la pelle. Et puis, à l'occasion de ça, il y a eu un espèce de petit incident qui est illustré ici. On a observé sur une image un petit truc brillant. Alors, ce n'était pas cette image, celle-là a été faite après. Mais un petit truc brillant sur une image, certains ont dit c'est une vis. Alors là, ça a été un peu le branle-bas de combat, parce qu'on venait de faire la première pelletée de sable, et si, en faisant la première pelletée, on perd une vis, c'est que ça ne va pas du tout. Et ça n'augure rien de bon pour la suite. Donc, tout s'est arrêté à ce moment-là. Et donc, on a demandé à d'autres instruments de faire des mesures, etc., pour aller voir de plus près ce que c'était. Donc, ce que c'était, c'est ça, en fait. Donc, un débris, bon, c'est pas une vis, mais un débris brillant, non identifié. Et bon, apparemment, l'hypothèse qui a été examinée là encore pendant des heures entières par les ingénieurs de la NASA, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est un fragment de l'étage de descente. C'est un bout de plastique de l'étage de descente sur lequel Curiosity est retombé totalement par hasard. C'est un peu anecdotique, mais ce genre de choses, ça peut vous stopper 300 scientifiques d'un coup. Ça, ce sont des images d'échantillons qui ont été analysées par ChemCam. Donc, j'en ai déjà montré un petit peu, mais on voit, là on ne les voit pas trop en l'occurrence, mais on voit des cratères faits par ablation laser, donc sur des roches ou sur du sable. On peut analyser les deux. Et puis j'en viens donc aux dernières nouvelles. Alors ça, c'est tout frais. Ça, c'est les derniers développements, si je puis dire. Ça a même pas un mois. Il restait un dernier composant à tester sur le rover, qui est la foreuse. Donc la foreuse, c'est l'équivalent de la pelle, mais pour les roches. Donc là, on va carrément forer dans la roche et prélever une carotte. Donc là aussi, il a fallu
Ça c'est pareil, c'est un instrument qui prend quand même beaucoup de temps et d'énergie et qu'on ne peut pas utiliser tous les jours. Donc avant de tester cette foreuse pour la première fois, il y a eu des jours et des semaines de discussion. Bon, finalement, il a été décidé que la foreuse serait testée sur ce site. Alors pourquoi ce site en particulier ? Parce que, alors on le voit, je ne sais pas si vous le voyez bien sur cette image, mais on voit dans ces roches des veines blanches. On en voit une ici, là, ici. Alors ces veines ont attiré l'attention des géologues qui ont dit, tiens, ça pourrait être des infiltrations d'eau dans des fissures de roches, enfin des traces d'infiltration d'eau passées dans des fissures de roches. Donc on a demandé à Chemcam d'aller faire des mesures justement dans ces veines. Et c'est ce qu'on voit ici. Bon, là vous avez le spectre, enfin les spectres. Ce que disent ces spectres, c'est qu'il y a beaucoup de calcium dans ces endroits-là. Et ça, c'était également un signe pour les géologues qui allait tout à fait dans le sens de cette hypothèse, c'est-à-dire infiltration d'eau dans des roches. Un autre signe qui a été là encore mesuré par Chemcam, toujours sur le même site, c'est que apparemment il y avait beaucoup de soufre à cet endroit et aussi d'hydrogène. Donc tout ça, ça faisait quand même beaucoup. Beaucoup de calcium, beaucoup de soufre, beaucoup d'hydrogène. Alors ça a permis de resserrer, disons, le champ des hypothèses émises par les géologues qui ont pensé à des roches, à des minéraux que je ne connais pas forcément, mais qui sont par exemple le gypse ou la bassanite, et qui les ont aiguillés sur les conditions de formation de ces choses-là. Et en fait, cette information a été décisive par rapport au choix du site pour tester cette fameuse foreuse. Et donc là, on est vraiment au cœur de la stratégie dont je parlais un petit peu avant, c'est-à-dire que Chemcam, il est là pour faire des mesures à distance et voir où sont les échantillons potentiellement intéressants. Et là, en l'occurrence, il a pleinement joué son rôle, c'est-à-dire qu'il a fait ces mesures-là, il a vu qu'il y avait un truc intéressant, et donc on a décidé de tester la foreuse. Donc on est vraiment dans le schéma stratégique global du rover. Alors, le rover a foré ici. Sur ce transparent, j'illustre un petit peu tous les examens préliminaires qui ont été faits pendant des jours ou des semaines avant de tester, avant de forer. Donc, vous voyez qu'il y a eu plusieurs points d'analyse et qu'à chaque fois, on a mis en œuvre différents instruments pour examiner de la façon la plus complète possible le site pour être sûr de notre coup avant de se lancer dans le forage. Alors, avant de se lancer dans le forage proprement dit, il y a eu un espèce de pré-forage. C'est-à-dire pas le vrai forage, mais un petit test un peu annexe pour vérifier la dureté, la granulométrie, ce genre de choses. Et puis enfin, on a foré. Alors ça, comme je vous disais, c'est tout frais. C'était le 8 février, donc c'était il y a quelques jours. Et là, vous avez des images des caméras de navigation dont je parlais aussi précédemment, donc qui n'ont pas la même qualité que les caméras scientifiques, qui sont en noir et blanc, et puis qui ont, vous voyez, une certaine déformation, mais bon, qui permettent de voir l'environnement immédiat du rover. Et donc là, vous voyez, en 3 images, le bras qui s'approche de la roche, et puis la foreuse qui se déploie et qui fait son prélèvement. À l'issue de quoi, voilà ce qui a été obtenu. Donc, c'est plutôt gris. Donc Mars, en surface, c'est tout rouge, mais quand on creuse, c'est plutôt gris. Alors je sais pas, je ne suis pas géologue, je ne sais pas comment ça s'interprète, ces choses-là, mais en tout cas, ça a surpris un petit peu. Alors bien sûr, après avoir foré, alors ça c'est un trou qui fait à peu près 2 cm de diamètre, c'est pas non plus très très gros, mais donc bien sûr, après le forage, on a demandé à Chemcam de faire des mesures. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc Chemcam a tiré, vous voyez, il a fait toute une ligne entre la poussière issue du forage et puis le sol original, si on peut dire, de façon à comparer les données de ces 2 zones et de voir s'il y a des différences de composition. Et donc là, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment en cours d'analyse. Alors, où est Curiosity actuellement? Ça, c'était le site d'atterrissage. On est donc on doit être au 190e jour de la mission, quelque chose comme ça. Curiosity a fait ce trajet qui représente à peu près 500 mètres, on va dire.
Et il se trouve actuellement dans cette zone. Donc c'est là c'est ici que la foreuse a été testée. On ne le voit pas très bien sur cette image, mais cette zone est en fait un confluent entre 3 terrains géologiques différents. Il y en a un là, qu'on distingue un peu. Il y en a un ici, et puis il y en a un ici, un peu en bas à droite. Donc là, il y a un point où il y a 3 terrains qui se rencontrent. Je ne peux pas dire ce que ça signifie, mais pour les géologues, c'est un endroit intéressant. Donc Curiosity est là, actuellement. Il n'a pas encore commencé à gravir sa montagne. Il est toujours au fond du cratère. Et donc je termine avec une dernière animation, faite par la NASA aussi, bien entendu, qui résume un peu tout ce que je vous ai raconté. C'est-à-dire, que fait Curiosity là-haut, finalement. Donc, ce que fait Curiosity, c'est ça, il se promène sur la surface. Bon, il va là où on lui dit d'aller, hein. Mais il se promène sur la surface. Et puis, donc il y a des jours où il fait qu'avancer. Et puis des jours où il s'arrête à certains endroits. Bon, donc là, il s'arrête. Et puis, évidemment, le premier instrument qu'on sollicite, c'est ChemCam. Puisque c'est lui qui permet de savoir, dans l'environnement immédiat du rover, s'il y a des choses intéressantes. Donc c'est d'abord ChemCam qu'on utilise. Alors l'autre intérêt de la mesure à distance aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est que des fois, on tombe sur des terrains complètement inaccessibles. Et dans ces cas-là, vous avez toujours un géologue qui vous dit « ça c'est... j'aimerais bien savoir ce que c'est ça ». Donc si vous n'avez pas d'instrument à distance, vous êtes coincé. Et ça s'est déjà produit sur des rovers précédents. Donc là, avec ChemCam, on peut répondre à ça. Donc ici, ChemCam a fait ses mesures, il a trouvé visiblement quelque chose d'intéressant. À ce moment-là, on déploie le bras, ce fameux bras motorisé qui fait 2 mètres de long. Au bout du bras, tout cet ensemble-là, ça fait 70 kg, je crois. Donc il y a quand même une belle quantité de matériel scientifique, de matériel au bout de ce bras-là. Donc ce qu'on voit là, c'est la foreuse qui s'approche et qui va percer la roche pour prélever une carotte. Et donc, bon, vous avez l'horloge ici, c'est quelque chose qui prend quand même un certain temps. Et c'est donc ce qui a été fait la semaine dernière. Alors ensuite, vous avez tout un tas de manipulations. Vous allez voir le bras qui bouge un peu dans tous les sens. Bon, parce que cet échantillon solide, il faut le réduire en poudre pour pouvoir l'analyser ensuite. Donc, il y a tout un tas de manipulations qui se font. La roche est broyée, ensuite elle est tamisée. Bref. Et puis ensuite, l'échantillon en poudre est introduit dans le corps du rover, donc par cet orifice. Et ce que vous allez voir ensuite, c'est une analyse par l'instrument qui s'appelle CheMin. Alors la poudre, elle remplit ce compartiment. Et ensuite, on envoie un faisceau de rayons X à travers. Et bon, on obtient un signal qui a une certaine forme, alors bon, qui est interprétable par les spécialistes, mais on obtient voilà, ce genre de choses. Bon. Et ça donne quoi? Ça donne la minéralogie de l'instrument. CheMin, ça donne la minéralogie de l'échantillon. CheMin, c'est un instrument qui va mesurer la minéralogie par une technique qui s'appelle la diffraction des rayons X. Donc de manière très, très précise. Voilà, donc là, il n'y a pas d'illustration de l'instrument SAM, dont j'ai déjà parlé, mais qui, lui, va plutôt chercher la matière organique. Mais le principe est le même, hein, c'est-à-dire qu'on fore, on prépare l'échantillon, on le broie, etc. Puis ensuite, on l'introduit dans le corps du rover, et puis SAM peut ensuite faire ses mesures. Et la carrière de Curiosity se poursuit, donc depuis le mois d'août dernier pour 2 ans, mais sans doute plus, sans doute 10 ans, peut-être même beaucoup plus. La NASA nous aide beaucoup avec ces animations pour les conférences. Et j'en ai terminé, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc c'est ouvert pour quelques questions. Qui est-ce qui veut se jeter pour la première?
Est-ce qu'on a déterminé la nature des minéraux qui ont été extraits, leur indice de dureté? Première question. Deuxième question, hormis le CEA qui a été impliqué dans les études, donc, d'autres entreprises françaises, comme par exemple Telsat, sont-elles impliquées? Alors, pour votre première question, vous faites allusion au forage, le forage la semaine dernière. Alors, pour l'instant, c'est en cours. Là, c'est vraiment en cours. Donc, je ne peux pas encore répondre à votre question, mais ce sera fait, bien sûr. Puisque l'intérêt du forage, ce n'est pas de forer, hein, c'est de faire l'analyse qui suit. Donc, c'est l'objet des travaux du moment. Sur votre deuxième question, bien sûr, il y a beaucoup de partenaires dans ChemCam. Alors, donc, je ne les ai pas tous cités, bien sûr, on ne peut pas tous les citer, mais il y a des partenaires académiques qui sont donc le CNES en premier lieu, l'IRAP, c'est l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Donc le chef de projet français est quelqu'un de l'IRAP. Et puis, il doit y avoir peut-être une dizaine d'équipes de recherche en France. Alors, pour les entreprises, le laser a été fait par Thales Laser. Il y a aussi un composant qui a été fait par la société Cantel, qui est une société qui fait des lasers. Et puis ensuite, je ne les ai pas tous en tête, hein, je vous avoue. Et ça, c'est que pour la partie française, c'est-à-dire la partie en haut du mât, avec le laser et le télescope. La partie américaine, la partie spectromètre, a été faite en collaboration étroite avec une société qui s'appelle Ocean Optics et qui fait des spectromètres. Voilà. Merci de ce brillant exposé. Deux questions. L'énergie. On ne voit pas de panneaux solaires, c'est une énergie embarquée, non C'est une énergie embarquée, bien sûr. Alors, la question revient souvent, donc j'ai préparé un petit transparent là-dessus. On ne peut pas tout dire en une heure, alors on est obligé de faire un choix, mais l'énergie, bien sûr, c'est une question importante. On ne voit pas de panneaux solaires, c'est tout à fait exact. Alors pourquoi? Pour la même raison que ce que je disais à propos du système d'atterrissage. Le rover est très lourd, avec beaucoup d'instruments scientifiques. Donc si on voulait l'alimenter avec des panneaux solaires, il lui faudrait 2 terrains de foot de panneaux solaires de chaque côté. Donc c'était pas envisageable. Donc la solution qui a été choisie, ça a été de lui faire un générateur thermoélectrique à radioisotope, c'est-à-dire c'est une pile au plutonium qui fonctionne sur le principe d'un thermocouple, c'est-à-dire qu'on a un élément chaud et un élément froid, et le contact entre deux métaux produit une tension. Donc c'est le principe de ce générateur. Et donc c'est bien sûr basé sur une matière nucléaire avec une durée de vie qui est vraiment très longue, qui fait qu'au décollage, ce générateur délivre 125 watts. Donc 125 watts, c'est 2 ampoules, hein, c'est rien du tout. Hein, donc c'est 125 watts pour piloter un rover de 900 kg. Mais enfin, c'est ça. Et au bout de 14 ans, on aura encore 100 watts. Donc c'est aussi pour ça que la mission pourra durer en réalité beaucoup plus, parce que ce n'est pas la source d'énergie qui va limiter, hein, c'est plutôt l'usure des instruments qui va limiter. Au bout d'un moment, bon, les composants vont tomber un peu en carafe, les uns après les autres, mais en tout cas, ce n'est pas la source d'énergie qui va limiter. Et donc ce générateur, il est derrière le rover, c'est ce qu'on voit là. Donc là, vous avez une image au labo, ça vous donne une idée de la dimension de l'engin. Et puis donc, il est derrière le rover. Et la deuxième question, parce qu'elle pourrait être en rapport avec celle-ci, vous avez dit qu'il y avait un détecteur. Quelle est l'importance de la dose, du débit de dose, puisque vous aviez signalé qu'il y avait un détecteur, hein, un détecteur de radiation. De radiation, oui. Ouais. Alors l'influence des radiations, vous voulez dire sur les instruments? Non, l'importance. La dose, quelle est la dose reçue? Parce que vous avez parlé de la limite pour l'homme, je pense qu'aujourd'hui, c'est sûrement une des principales limites, c'est l'irradiation et la dose très importante. Alors, j'ai pas d'idée quantitative sur la dose reçue. Bon, les données sont disponibles, je les ai pas en tête, mais les données sont disponibles. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça doit être quand même assez agressif. Pour une future exploration humaine, ça va être un gros problème, hein, ça c'est certain. Mais bon, ça... Moi, je vais profiter que j'ai le micro, j'ai une question. Je n'ai pas compris au début pourquoi pourquoi le champ magnétique s'est arrêté, et en quoi le fait que le champ magnétique s'arrête pouvait faire qu'on passe du chaud au froid.
sur Mars? Au tout début de l'exposé, voilà. Là, vous me posez des questions sur un thème que je ne maîtrise pas vraiment, mais je vais quand même essayer de vous donner des éléments de réponse. Alors, sur le fait que le champ magnétique se soit arrêté, je crois que le champ magnétique, il provient des mouvements de convection du noyau qui est liquide. Bon. Alors le noyau, je crois que le noyau de Mars est toujours liquide, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas solidifié. Bon, s'il s'était solidifié, naturellement, le champ magnétique se serait arrêté. Mais je crois qu'il ne s'est pas solidifié. Il est toujours liquide, mais ces mouvements de convection, alors pour une raison là que je peux pas que je connais pas, ces mouvements de convection se seraient arrêtés ou auraient été compensés par un autre phénomène, je ne sais pas lequel. Et donc ça aurait conduit à l'arrêt de ce champ magnétique. Alors il semble qu'il reste un champ magnétique résiduel, donc qu'on sait encore mesurer un petit peu, mais qui est très faible, en tout cas qui est trop faible pour assurer une protection de la planète. Et sur votre deuxième question, alors là je suis encore plus embêté parce que là j'ai clairement pas de réponse. Sans doute, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que l'atmosphère s'étant échappée, l'effet de serre qu'on pouvait imaginer donc, à la première époque de Mars a considérablement décru. Et donc, on est passé à ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire à une température qui est beaucoup plus froide lorsque la planète, à la surface, lorsqu'on tourne le dos au Soleil, et donc finalement à une température moyenne sans doute beaucoup plus basse. Bon, c'est une explication qui me paraît plausible, mais encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Je comprends. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque, puisqu'on se trouve à Marcoule, qui a été le centre de production de plutonium. Et à mon avis, il s'agit de dioxyde de plutonium 239, mais pas 238. Non, c'est du 238. Ça, Oui. Bien sûr, parce qu'il a 86 ans de période, 238, et c'est ce qui fait qu'il chauffe. Si il est 239, ça ne serait pas chaud. Le 239, c'est l'isotope fissile, donc qui a plutôt tendance à exploser, hein, n'est-ce pas? Donc ça, il vaut mieux éviter. Non, donc ça, c'est pas un isotope fissile, donc c'est bien du 238. Oui, pardon. Pour changer complètement de question, la distance entre la Terre et Mars fait qu'il y a entre 1 et 5 ou 6 minutes de temps de transmission d'informations. Donc ça veut dire que le robot reste entièrement autonome pendant cette période-là. Comment est-ce qu'il est piloté? Oui, alors le temps de communication est plus long que ça en réalité, parce que alors, au plus près, Mars doit être à quelque chose comme 100 millions de kilomètres de la Terre, quelque chose comme ça. Bon, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Donc, au plus près, aller-retour, il doit y avoir 6 ou 7 minutes. Bon. Mais ça, c'est vraiment quand les deux planètes sont bien en face. Bien sûr, quand Mars est de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil, là, on est plutôt sur des durées de 3/4 d'heure, aller-retour. Bon. Alors, donc ça pour les temps de communication. Alors ensuite, bien sûr, on ne pilote pas le rover en temps réel avec une télécommande. La façon dont ça se passe, et là aussi j'ai un transparent là-dessus, la façon dont ça se passe, c'est que on programme le rover d'un jour sur l'autre. Donc, Curiosity travaille le jour martien, donc qui ne tombe pas forcément au même moment que le jour terrestre. Alors bon, le jour martien, c'est le jour terrestre plus 3/4 d'heure, je crois. Donc c'est à peu près pareil, mais pas tout à fait, ce qui fait que ça se décale tous les jours un petit peu. Mais Curiosity travaille le jour martien. Donc, il travaille le jour martien, et puis il envoie ses données aux satellites qui sont en orbite autour de Mars, qui eux font le relais sur Terre, et donc on reçoit les données à un certain moment. Ces données sont ensuite analysées par les scientifiques au sol. Et donc là, il y a deux étapes. La première, c'est bien sûr d'analyser les données reçues. Et la deuxième, c'est de programmer le rover pour le jour suivant. Et ensuite, on fait le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on envoie les consignes, si je puis dire, aux satellites, qui font ensuite le relais au rover et qui donc se réveille le matin avec son programme tout frais
pour la journée. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment d'un jour sur l'autre. Non, je vous en prie. La question était aussi sur l'autonomie nécessaire à l'engin s'il se trouve dans une situation qui n'a pas été programmée. Alors, je ne sais pas comment il faut comprendre votre question. S'il se trouve dans une situation qui n'a pas été programmée, alors bon, déjà je pense que la probabilité que ça se passe est extrêmement faible. Parce que j'y ai un petit peu fait allusion, le moindre pas moteur qu'on demande au rover, il est disséqué en long, en large et en travers par les ingénieurs avec X validations qui fait que, bon, je pense il est vraiment très improbable que le rover soit confronté à quelque chose pour lequel il n'a pas été programmé. Bon, par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'un composant tombe en panne, ou voilà, une articulation se bloque, ou n'importe quoi. Bon, donc l'autonomie au niveau de l'énergie, on a vu que ce n'était pas un problème. Donc, du moment qu'on a la transmission, du moment qu'on a les informations qui sont relayées, ensuite on peut agir, alors en différé bien sûr, toujours d'un jour sur l'autre, mais on peut agir. Les instruments, ils renvoient tout le temps les données scientifiques, mais ils renvoient aussi tout un tas de données d'ingénierie qui renseignent sur l'état des instruments. Donc tous les jours, c'est contrôlé, et s'il y a le moindre problème, les équipes font ce qu'il faut pour le résoudre. Une petite question, vous avez parlé de votre instrument, vous devez recalculer la distance. Comment vous la calculez? Par télémétrie laser? Oui. Et une deuxième question, l'ambiance de Mars, il y a beaucoup de poussière. Ouais. Comment vous évacuez dans votre analyse la poussière par rapport à l'impact? Alors, la distance est effectivement mesurée par un télémètre laser, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième petit laser qui est intégré au télescope. Donc c'est le laser qui a été fait par la société Cantel dont je parlais tout à l'heure, et qui, un télémètre laser, c'est vraiment un objet standard. Donc ça, c'est une technologie éprouvée. On mesure la distance comme ça. Ensuite, sur l'effet de la poussière, alors le principal effet qui peut, je dirais, pénaliser CamCam, c'est le dépôt sur les optiques, on va dire, et la contamination des optiques par la poussière. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fatal, surtout quand on envoie un faisceau laser dessus. Alors pour ça, bien sûr, d'une part, l'instrument est fermé, c'est-à-dire que devant le télescope, il y a un hublot, il y a une fenêtre, qui empêche la poussière de rentrer dans l'instrument. Donc la partie optique est normalement étanche. Mais comme il y a effectivement beaucoup de poussière sur Mars, il n'est pas exclu que, effectivement, au cours du temps, de la poussière pénètre dans l'instrument et vienne le dégrader un petit peu. Donc je dirais c'est inévitable. L'instrument a été durci pour tenir 2 ans. Donc pour l'instant tout se passe bien, mais bien sûr c'est quelque chose qui pourra se produire. Donc ça c'est pour l'instrument. Maintenant pour la mesure, alors là c'est plus compliqué, c'est-à-dire faire une mesure dans une ambiance poussiéreuse. Alors on voit sur Mars, les couleurs sont toutes rougeâtres, c'est-à-dire que l'atmosphère est vraiment très très chargée en poussière. Bon, donc là, je dirais on est obligé de faire avec. On a le signal qu'on a, donc ça n'empêche pas de détecter les éléments. Par contre, ça peut rendre les choses plus difficiles quand il s'agit de mesurer des concentrations, par exemple. Donc détecter des éléments, c'est assez simple, parce qu'il suffit de voir le pic dans le spectre. Mais si l'intensité de ce pic est fonction de la densité de poussière qu'il y a sur le trajet, ça peut perturber la mesure de concentration ensuite. Mais là, on n'a pas tellement de moyens de faire autrement. Donc ça introduit une incertitude sur la mesure, certes, mais qui est gérable, disons. Il y a beaucoup de mécaniques de précision qui sont sans doute embarquées dans tous les appareils d'analyse. Comment est-ce que c'est rendu compatible avec les secousses à l'atterrissage et autres? Alors ça c'est une bonne question. Les instruments sont qualifiés par la NASA d'une manière extraordinairement poussée. Donc ça veut dire résister au choc, ça veut dire résister aux radiations, dont on parlait tout à l'heure, parce que les détecteurs électroniques, ils n'aiment quand même pas bien les radiations
de l'espace, et ils n'aiment pas bien non plus les radiations du générateur au plutonium qu'il y a derrière. Donc ça aussi, il faut qu'il résiste à ça. Il faut que ça résiste aussi aux variations thermiques. On a vu qu'on descendait à moins 90 degrés la nuit sur Mars. Et puis pendant la croisière, alors je ne sais pas quelle était la température pendant la croisière, mais sans doute encore beaucoup plus basse. Donc il faut aussi que tous les composants résistent à ces variations de température qui sont très élevées. Et donc tout ça, c'est qualifié par le JPL et par la NASA. Donc je ne peux pas répondre en détail à votre question, mais ce que je sais, c'est que les gens du spatial sont des spécialistes de ça. Ils ont l'habitude de tester ces composants, ils connaissent les matériaux, ils connaissent les technologies qui résistent, et donc ce sont celles qui sont employées. Je crois que ChemCam, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais a été testé en choc à 1000 G. Donc 1000 G, donc 1000 fois la gravité terrestre. Bon, ça vous donne une idée de ce à quoi doit résister un instrument qui part dans l'espace. Bon, n'importe quel laser terrestre, je pense qu'à quelques G déjà, il souffre. Alors là, donc là, j'insiste aussi, ça me donne l'occasion de souligner que, encore une fois, la LIPS, c'est une technologie qui part dans l'espace pour la première fois. Et donc au niveau instrumentation, c'était vraiment un défi absolument incroyable. Il y a des instruments comme les caméras, on en a envoyé pas mal. Un instrument comme l'APXS qui fait des mesures de composition élémentaire, un peu comme ChemCam, lui aussi, on l'a déjà envoyé plusieurs fois. Donc ça, ce sont des technologies qui avaient déjà un retour d'expérience, alors que la LIPS, c'est vraiment un premier du genre. Et jusqu'à présent, c'est un très grand succès. Donc c'est vraiment, il faut vraiment le souligner, quoi. Oui, merci pour votre présentation. Et j'ai une petite question. Je suis surpris de voir que pour descendre le rover, là, il y a des parachutes qui sont ouverts. Oui. Pour moi, sur Mars, il n'y a pas beaucoup d'atmosphère. Donc pour ouvrir un parachute, c'est difficile. Et j'ai pas vu sur votre présentation la pression qu'il y a sur Mars, la pression atmosphérique. Alors, Merci. la pression est à peu près 150 fois plus faible que sur Terre, à la surface. Donc ça veut dire qu'à la surface, on est entre 5 et 10 millibars, à peu près. Donc la pression est très faible, mais elle existe malgré tout. Et donc ça suffit pour déployer un parachute. Du moins, donc on a bien vu que ça fonctionnait. Toutes les sondes, tous les rovers qui ont été envoyés sur Mars sont descendus, du moins dans une certaine phase de l'atterrissage, en parachute. Donc ensuite, c'est plutôt la dimension du parachute qu'il faut adapter, bien sûr, à la pression que va rencontrer la sonde qui descend. Mais ça, ça se calcule. Et la gravité est quand même plus faible. La gravité est plus faible parce que donc le diamètre de Mars est 2 fois plus petit que celui de la Terre. Donc en masse, elle est peut-être 10 fois plus petite. Donc c'est plus faible, oui. Une question ? Est-ce que les deux robots précédents jumeaux fonctionnent encore? Est-ce qu'il y a eu un Rex? En particulier, ils ont eu quelques soucis. Il y en a un qui s'était enlisé. Il y avait un certain nombre de roues, un nombre de tours de roues qui étaient programmés, mais les roues, ça a été fait sur place, ils s'étaient enlisés. Ouais. Et ils commencent à avoir des rhumatismes un peu. Les roues se bloquent au bout de quelques années. Alors, l'histoire des deux rovers précédents est vraiment très intéressante et instructive à plus d'un titre. Donc, c'est des rovers qui avaient été prévus pour 3 mois et qui ont été envoyés en 2004. Et donc, il y en a un qui travaille encore. Donc, 3 mois, on est en 2013, ça fait 9 ans. Alors, pourquoi ça? Donc, il y a plusieurs raisons. D'abord, on pensait que... d'abord, ça illustre le fait qu'au niveau de l'instrumentation, la NASA prend des marges qui sont incroyables. Bon, ça c'est vrai. Mais surtout, le deuxième point, c'est que c'était des rovers qui travaillaient, dont la source d'énergie était les panneaux solaires. Et donc, à cause de la poussière martienne, les gens avaient pensé que la poussière allait se déposer progressivement sur les panneaux. Et donc, au bout d'un moment, les obscurcir complètement. Et donc, les panneaux solaires ne marcheraient plus du tout. Et effectivement, la poussière se dépose sur les panneaux solaires. Mais sur Mars, il y a aussi des tempêtes de poussière qui sont assez violentes. Alors même si la pression est basse, il y a quand même des vents qui sont mesurés qui vont très vite. Et donc en fait, cette poussière, elle se dépose sur les panneaux, mais régulièrement, il y a une tempête qui passe, qui balaye tout ça, et c'est reparti. Et donc ces rovers qui devaient durer 3 mois, donc il y en a un qui est définitivement mort au bout de 6 ou 7 ans, et il y en a un qui continue de travailler. Donc il a des rhumatismes, ouais, c'est vrai,
mais on peut l'excuser parce qu'il a quand même beaucoup travaillé, en tout cas beaucoup plus que ce pourquoi il était prévu au départ, quoi. Qui veut encore une question à poser? C'est bon? Bon, eh bien, on n'a plus qu'à remercier Jean-Baptiste encore une fois pour cet excellent exposé. Merci beaucoup. La prochaine conférence est dans un mois jour pour jour, le 14 mars, et nous traiterons du démantèlement des réacteurs d'EDF avec un conférencier d'EDF qui nous parlera de comment EDF a provisionné et techniquement, financièrement, le démantèlement de son parc. Donc voilà, bonne soirée à tous.